Business Challenge, le magazine nigérien de l'économie et de l'entreprise. Orange est sponsor officiel de Business Challenge. Orange Niger, des solutions business au service de vos ambitions. Chers téléspectateurs, c'est notre 53e édition de Business Challenge et je suis très ravi de vous retrouver pour ce numéro Business Challenge. Nous allons ouvrir cette édition avec notre rubrique Métiers et carrières. Nous vous présentons deux situations atypiques, contradictoires. Des milliers de Nigériens sont dans la rue et mendient. La mendicité est leur seule occupation parce que ces milliers de Nigériens, hommes, femmes, enfants, vieillards, jeunes, pensent qu'il n'y a rien à faire dans ce pays. Il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de perspective. Pourtant, ce n'est pas vrai. La contradiction est donnée par d'autres personnes qui sont venues de pays proches de nous et qui embrassent des métiers que beaucoup de Nigériens pensent qu'ils ne peuvent pas faire. Nous avons suivi le parcours d'une jeune dame togolaise qui exerce le métier de maçonne à Niamey. Beaucoup de Nigériennes pensent qu'elles ont dépassé ce cap, elles ne peuvent pas le faire, mais elles peuvent aller mendier. Alors, il faut-il revoir nos valeurs par rapport au travail. En tout cas, le cas de Déborah est une leçon pour toute la communauté. C'est aussi une inspiration et un modèle que la jeunesse nigérienne doit suivre. Nous vous présentons dans la rubrique Métiers et carrières ce modèle, la maçonne que nous avons suivie au pied du mur et dans sa famille. Dans notre rubrique Point Sécu, nous allons revenir sur la professionnalisation du secteur de la sécurité privée au Niger. Où en sommes-nous aujourd'hui par rapport au professionnalisme dans ce secteur? C'est la question que nous avons posée à notre partenaire, le fondateur de Infoprimes, qui nous donne son appréciation de l'état du professionnalisme dans le secteur de la sécurité privée. Dans notre rubrique Grand Angle, nous recevons le directeur général de Safi SA, groupe Tanio. Safi SA, vous savez, cette institution financière qui depuis plus de 10 ans maintenant assure la garantie en matière de financement au Niger, et cette garantie est un levier important pour faciliter le financement bancaire, notamment pour les petites et moyennes entreprises. Alors, le directeur général de Safi SA nous raconte l'histoire de cette entreprise et comment elle a évolué ces 10 dernières années. Et finissons notre 53e édition de Business Challenge avec une rubrique Innovation et technologie consacrée cette fois-ci au cyberactivisme. Cyberactivisme, effectivement, c'est la nouvelle tendance au Niger sur les réseaux sociaux où la jeunesse de plus en plus commence à prendre conscience de l'utilisation qu'on peut faire des réseaux sociaux pour déclencher des mobilisations sociales, des actions sociales, mais aussi pour déclencher concrètement dans la vie réelle des actions qui peuvent amener un changement positif. Et c'est le cas du groupe Facebook qui existe au Niger, qui s'appelle Nigérien Cyber Citoyen et qui est en train de mener des actions de salubrité, des actions de changement de comportement. Et vous allez voir, certaines actions menées récemment par Cyber Citoyen sont très symboliques et montrent combien il est urgent pour chacun d'entre nous de changer son comportement, mais aussi d'agir positivement pour le bien commun. Et pour en parler, je reçois Ina Karanta, qui est une des femmes leaders de ce mouvement, une activiste. Elle travaille dans le domaine des assurances, mais elle est aussi cyberactiviste et fière de l'être. Vous allez retrouver Ina Karanta en fin d'édition de la rubrique Innovation et technologie. J'espère que vous allez trouver un grand plaisir à suivre toutes les rubriques que nous vous proposons. Restez en notre compagnie pour suivre l'émission et à tout de suite. Métiers et carrières. En partenariat avec l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, ANPE. Gagner sa vie et vivre pleinement sans dépendance est l'une des préoccupations majeures de tout être humain conscient de l'importance de sa vie. Seul le travail nourrit l'homme. C'est ce qu'a compris Déborah, une jeune femme de nationalité togolaise âgée de 24 ans, diplômée en génie civil. Cette jeune femme exerce un métier qui au Niger, même les hommes ont du mal à embrasser cette carrière. Tenez-vous bien, Déborah est maçonne, un métier qu'elle exerce avec passion et fierté. Quand je vois vraiment les maçons travailler sur les chantiers, vraiment ça me plaît beaucoup. Et aussi, maintenant, les métiers des femmes, il y a plusieurs femmes qui ont appris et puis ça ne va même pas parce qu'elles sont trop nombreuses dans le métier et puis le rendement est maigre. Si je me plonge maintenant à faire les travaux comme des garçons, je crois que ça peut aller.
Moi, en réalité, je n'ai pas appris ça chez quelqu'un. C'est l'école. C'est la technique que j'ai fait. J'ai commencé par le CAP, le certificat d'aptitude professionnelle. Après ça, là-bas, j'ai fait la formation en pratique. Et après, j'ai fait le BT, brevet de technicien. Là-bas, j'ai appris comment lire un plan, comment faire les plans, architecture quoi. Et puis, c'est comme ça. Et actuellement, je suis en train de chercher l'argent pour continuer en BTS. Paradoxalement, une Togolaise a quitté son pays pour venir à la recherche de l'emploi au Niger, tandis que d'autres jeunes femmes nigériennes quittent leur région pour venir spécialement mendier à Niamey. C'est le cas de cette jeune femme qui, selon elle, seule la mendicité peut la nourrir. Elle, comme ses autres collègues, ignore la notion de travail pour gagner sa vie. Ces jeunes femmes mendiantes passent toute leur journée aux alentours des grands carrefours pour exercer leur métier qui n'est autre que la mendicité. Na hito da uni don stauna nyama in yi bara. Ki bara. To shin dan menene baki zamna a kwanni baki ke bara kika zo nan yau? Dan babu bara. Dan ba ku bara a kwanni. Kenan yamma kadai ne ake bara yi bara. Dan menene ba ku aiki? To ba mu tsaya aiki ba. To cikin bara kina samun kuɗi? Ina samu. Nawa ne ke samu a wuni? Dala 100. Danga 100 ke samu a wuni guda. To kin aza ko in kika ta kika aiki ba ki samu danga 100 a wuni. To ni sani. To ina mishinki? Sina nan. Yana ina? Sina nan. Wani irin aiki ne mishin keke? Daukar ruwa shi kai. Daukar ruwa shi kai? Yana samu ciki? To ke ba ki iya daukar ruwan ne? Ke ban iya daukar ruwa ne. Bara kadai kinka abu. Quand j'ai commencé à apprendre, je n'ai plus besoin des aides quoi. Parce que au moment où je suis sur les bancs, au même moment où je suis en train d'aller sur les chantiers avec les partenaires, ils vont me payer un peu. Et puis avec ça, je prends ça, j'économise à la rentrée. Je trouve ça que c'est très facile quoi. Je paie mes fournitures, écolage, tout. Rien n'est difficile pour moi avec ça. Par jour, en réalité, si c'est pointage, par exemple, quelqu'un t'a amené quelque part pour te pointer, au moins tu es à 6 000 francs, 7 000 francs. Mais si c'est toi-même qui as eu contrat, en fait, par jour, tu peux trouver 15 000, 20 000, 25 000 par jour. Mariée et sans enfant, Déborah, à part la maçonnerie, exerce également des tâches ménagères au sein de son foyer. Deux situations qu'elle arrive à combiner sans difficulté. Passionnée par son métier, elle n'hésite pas à inviter les femmes à se lancer dans la maçonnerie. Un métier dont, explique-t-elle, rapporte beaucoup. Si je ne suis pas au chantier, je suis à la maison, je dois faire tout ce qu'il faut faire comme une femme. Le ménage de la maison, l'entretien, la cuisine, tout. Je dois faire parce que je sais que malgré que je travaille comme les hommes, mais je suis toujours femme. Quand j'ai commencé de faire la maçonnerie, je vois que vraiment j'ai au moins atteint l'objectif un peu. Parce que au Niger, franchement, la maçonnerie, elle est bonne à faire, à pratiquer, mais seulement il est rare de voir les filles travailler en maçonnerie, puis ça me fait si mal. Je trouve ça que c'est pas bon. Si mes amies filles aussi, elles me voyaient comme ça en train de travailler, c'est que quand tu te mets à l'œuvre, c'est très simple. Si elle arrivait aussi à travailler avec moi, je crois que ça me plaît beaucoup. Il n'y a pas de sot métier, mais des sottes gens. A-t-on coutume de dire? Les cas de ces deux jeunes femmes doivent nous interpeller tous. Toutes les deux ont quitté leur région pour travailler à Niamey. Ces deux femmes exercent des métiers contradictoires. L'une travaille dur pour subvenir à ses besoins, tandis que l'autre passe sa journée à mendier. Déborah doit nous servir d'exemple. Ainsi, pour le bon développement de notre pays, un changement de comportement et de mentalité nous est nécessaire. Point secret.
partenariat avec EFOPRIMES, le pôle de formation professionnelle privée au métier de la sécurité. C'est vrai qu'au Niger, on a une pléthore d'entreprises. Et c'est vrai qu'au Niger, nous servons de référence aujourd'hui dans la sous-région sur la qualité de ces entreprises-là. Mais évidemment, la professionnalisation, comme vous dites, ça a un coût. C'est pas tout le monde qui a les moyens d'investir. Et on voit sur le marché des entreprises qui se démarquent des autres par leur sérieux, non seulement sur le profil des hommes qu'elles recrutent, sur la mise en place de stratégies d'encadrement et de formation. Et je rappelle ici que EFOPRIMES est la seule entité de la sous-région, je dis bien de la sous-région, qui est habilitée à encadrer, à former, à donner des diplômes. Donc dans ce paysage de la sécurité, vous avez des entreprises, sans en citer des tonnes, comme la Société nigérienne de sécurité, qui est une entreprise qui est l'une des plus jeunes, mais qui, par son professionnalisme, par la qualité de ses hommes, par le sérieux qu'elle affiche, est arrivée à avoir une position sur le marché de référence. Les risques sont multiples. D'abord, l'exposition des clients, parce que pour pouvoir sécuriser autrui, il faut d'abord être un professionnel de la sécurité soi-même. Il faut ensuite savoir qu'on s'expose aussi. Si aujourd'hui vous avez des acteurs de la sécurité privée qui ne remettent pas en cause leur process de fonctionnement, ils vont droit au mur. Le troisième point, c'est la défection des clients. Aujourd'hui, les clients, plus ils sont rigoureux, plus ils demandent à ce qu'on réponde à des standards internationaux qui parfois font défaut. Et ces clients-là, si vous ne répondez pas à ces standards, eh ben, ils vont vous quitter. Et pire, vous allez avoir votre marché envahi par des structures de l'extérieur. Et je rappelle ici que, pour moi en tout cas, il y a un devoir de protectionnisme sur ce domaine. La sécurité doit rester une affaire de nationaux et pas d'acteurs de l'extérieur. Et le manque de professionnalisation peut entraîner toutes ces conséquences avec la privatisation de la sécurité sur des acteurs qui viennent de l'extérieur, avec tous les risques que cela peut comporter. Vous savez qu'on souffre d'abord d'une absence de législation. C'est vrai qu'il y a quand même des supports juridiques qui sont là, le code pénal, le code de procédure pénale, etc. Mais la sécurité privée au Niger n'a pas une législation. Donc déjà, le premier point, et je sais que l'État est en train de faire des efforts sur ça, qu'on puisse avoir un cadre pour qu'on dise au moins à ces acteurs qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent ne pas faire. Et l'autre difficulté, c'est les moyens que ces acteurs peuvent utiliser. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que dans la sous-région, nous sommes le seul pays où la sécurité privée n'est pas armée. Et c'est une très bonne chose. Je fais partie des gens qui pensent que le monopole de la violence doit rester à l'État. Mais on a quand même le devoir de se protéger. Si on ne peut pas attaquer, il faut au moins se mettre à l'abri. Aujourd'hui, il y a tout un cadre à mettre en place sur les outils que ces entreprises-là peuvent utiliser, parce que le besoin est là. On voit à l'international des sociétés qui utilisent des gilets pare-balles, qui utilisent des matériaux qu'avant on ne les laissait pas utiliser. Pourquoi? Parce que le risque aujourd'hui est important. Si vous exposez quelqu'un, vous avez un compte à rendre d'abord à sa famille, un compte à rendre à la société, un compte à rendre à l'État, parce que si on vous autorise, on ne vous dit pas non plus d'exposer les gens qui sont face à vous. Et de l'autre côté, une remise en cause des acteurs de la sécurité eux-mêmes. On a créé un cadre au Niger de réflexion qui est un collectif des sociétés de sécurité privée. Nous pouvons parfaitement nous asseoir autour d'une table et voir avec l'ensemble des acteurs de l'État, sous la tutelle desquels nous sommes évidemment, quels peuvent être les mécanismes qu'on peut mettre en place pour leur être utiles sur le terrain. Ce plateau est sponsorisé par Safi SA Groupe Tanio. Safi SA, nos partenaires pour servir et développer le secteur privé au Niger. Chers téléspectateurs, je suis très ravi de vous retrouver dans cette phase de Business Challenge, notre plateau Business Challenge. Et ce plateau reçoit le directeur général de Safi SA Groupe Tanio, M. Kaura. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être dans Business Challenge. Alors, je vous reçois pour qu'on parle de
du groupe Tanio, de Safi SA, de son histoire, parce que ça fait plusieurs années maintenant, je pense plus d'une dizaine d'années, que Safi SA existe, qu'elle accompagne les entrepreneurs et les porteurs de projets en matière de garantie pour faciliter leur financement bancaire. Et donc ça, c'est une histoire fascinante parce que au-delà du Niger, Safi a été aussi dans d'autres pays pour accompagner d'autres fonds de garantie à se structurer, à se mettre en place. Et c'est de tout cela que nous allons parler aujourd'hui. Mais déjà, commençons par baliser le terrain. Avant qu'il y ait Safi SA, il y a peut-être une dizaine d'années maintenant, ou un peu plus, qu'est-ce qu'il y avait comme mécanisme de garantie au Niger? En fait, au plan national, il n'y avait pas de mécanisme de garantie. J'allais en venir un peu plus tard. Sinon, je voudrais passer d'abord par l'historique de Safi. Safi a été créé en septembre 2004 sous forme de société anonyme avec un capital de 300 millions qui est réparti entre 5 actionnaires, la BIA Niger, la BOA Niger, la Sonibank, la Soparfi et l'association Tanio. Ok. Alors la Soparfi, c'est qui? La Soparfi, c'est la société de participation financière dans laquelle les 3 banques plus l'association ont mis leur première participation. Et qu'est-ce qui avait motivé la création de ce fonds de garantie? Bon, la création du fonds de garantie a été motivée par le souci de développer le secteur privé nigérien. Parce que comme vous le savez, Safi est né des cendres d'un projet qui a été créé et financé par l'Union européenne qui s'appelait AFLEN, Agence pour le financement de la libre entreprise au Niger. Bon, malheureusement, ce projet n'a pas bien marché parce que les promoteurs ont confondu les crédits et à des subventions, de sorte qu'après un certain temps, on a constaté qu'il y a beaucoup d'impayés. On a été obligé d'arrêter le projet. Donc ce sont ces ressources-là qui restaient, qui équivalaient à peu près à 3 milliards de francs CFA, que l'État du Niger et l'Union européenne ont décidé de mettre à la disposition du secteur privé nigérien, non plus en faisant du crédit direct, mais en faisant de la garantie, c'est-à-dire aider les petites et moyennes entreprises à accéder au financement auprès des banques qui acceptent de signer la convention avec Safi. Oui, alors si je comprends bien quand même que le projet AFLEN, le chèque n'a pas été seulement au Niger, ça a été un peu partout, un fiasco dans la sous-région. Tout à fait, c'est un financement je crois qui a été fait par l'Union européenne pratiquement dans tous les pays de l'UEMOA. Et malheureusement, pratiquement dans tous ces pays aussi, le projet a échoué. Oui, mais au Niger, on a pu quand même restructurer. Au Niger, heureusement, je crois que nous sommes le seul exemple qui a été cité par l'Union européenne, dans lequel on a pu quand même réutiliser les fonds pour faire quelque chose d'autre. Oui, pour faire la garantie. Alors, juste avant de continuer, ce serait bien quand même d'expliquer à nos téléspectateurs qui nous suivent, qui ne comprennent pas c'est quoi la garantie, quel est le rôle réellement de la garantie pour une PME, mais aussi pour la banque, parce que ça lie la banque et le porteur de projet ou bien la PME. En fait, dans les motifs de la création de Safi, on avait constaté qu'à un certain moment, que les petites moyennes entreprises nigériennes n'avaient pas accès au crédit. Non seulement parce que elles n'avaient pas de plan d'affaires visible, et les banques disaient aussi qu'elles n'avaient pas de ressources longues pour financer les crédits sur 3 à 10 ans. Il n'y avait pas de comptabilité ou d'état financier fiable pour les PME. Donc c'est sur la base de ce constat-là que les promoteurs aussi ou les entreprises n'ont pas de garantie. Donc c'est sur la base de ce constat-là qu'on a décidé de mettre les ressources qui restaient de l'extraction à la disposition de Safi pour faire de la garantie financière, c'est-à-dire de la garantie complémentaire. Oui. Alors, j'ai vu que la majorité des actionnaires, ce sont les banques de la place. Quel est l'intérêt pour les banques d'être actionnaires d'un fonds de garantie? Bon, l'intérêt pour les banques est double. D'abord, elles vont bénéficier de la garantie financière, mais en plus, les dossiers vont venir chez elles. D'abord, les dossiers sont préparés à 3 niveaux au niveau de Safi. Il y a un comité d'accessibilité qui décide si le dossier, d'abord celui qui prépare le dossier peut décider à ce niveau si le dossier passe ou pas. Et après le comité d'accessibilité, il y a le comité de validation qui estime que l'étude financière est bonne. Après le comité de validation, il y a le comité de garantie qui décide que l'étude financière est bonne et qu'on peut proposer le dossier à la banque avec la proposition de garantie financière à hauteur de 50%. Donc, puisqu'on parle d'histoire, en 2004, Safi SA est créée en tant que société anonyme. Et de 2004 à aujourd'hui, comment a été l'évolution de Safi SA? En termes d'activité, on a constaté un impact important sur l'économie.
Parce que comme je vous disais, vers 2001-2002, les financements à moyen long terme étaient pratiquement nuls pour les banques. Mais avec l'intermédiation du groupe TANIO, on a constaté après que les financements d'investissement représentaient presque 30 à 40% des financements qui étaient faits à l'économie. 30 à 40%. 30 à 40%. Oui. Et ça en termes de quantité? En termes d'impact, on a à peu près financé 400 projets pour 50 milliards de financement bancaire et garanti à hauteur de 21 milliards par SAFI. Okay. Et actuellement, au 31 décembre 2015, l'encours de garantie de SAFI est de 7,2 milliards de francs CFA pour des fonds propres de 3 milliards de francs CFA. Okay. Et là, ça veut dire qu'il y a toujours des réserves pour continuer à recevoir des projets, à pouvoir assurer leur garantie au niveau des banques. Parce qu'effectivement, je n'avais pas souligné les ressources, les moyens d'intervention de SAFI. Les ressources qui ont été mises à la disposition de SAFI donc, étaient de 3 milliards de francs CFA, un fonds d'appui d'1 milliard et un fonds de garantie de 2 milliards qui a été mis à la disposition de SAFI par la convention qui a été signée entre l'État du Niger et l'Union européenne suivant un protocole du 10 avril 2003. Ok. Et en termes de qualité de garantie, est-ce que par exemple aujourd'hui vous avez encore ce même problème qu'il y a eu par le passé où les porteurs de projets confondaient le prêt à une subvention? Est-ce qu'aujourd'hui les entreprises qui bénéficient de la garantie SAFI arrivent à mettre en place des projets viables et à faire en sorte qu'il n'y ait pas de défaut aussi? Tout à fait. Bon, c'est une performance qu'on peut interpréter à des niveaux, parce que lorsqu'on avait commencé, on avait des fonds propres de 3 milliards 300 millions. Et actuellement, malgré les appels de garantie qui ont été faits par les banques, on est encore à 3 milliards, à peu près 200 milliards de francs CFA. Ça veut dire que les ressources sont restées intactes. Bon, ça, on peut l'interpréter de deux manières. On peut dire peut-être que soit on n'intervient pas suffisamment et on ne prend pas de risques, soit que ça aussi justifie la qualité des dossiers qui sont présentés au niveau des banques. Mais en 400 dossiers sur presque, je pense maintenant, 12 ans, c'est quoi, un rythme de... à peu près une trentaine à une quarantaine de dossiers par an. Oui. Et bon, c'est relativement bien, mais quand on compare à la demande qu'il y a dans le pays, sans doute c'est très peu. Malheureusement, c'est à ce niveau-là qu'il y a le problème, parce qu'il n'y a pas suffisamment de demandes. Il n'y a pas de demande qui viennent. Pas suffisamment de demande. Parce que les projets, c'est des initiatives qui viennent des promoteurs eux-mêmes. Oui. Nous, on ne propose pas de plan d'affaires aux promoteurs. Donc, c'est au promoteur d'imaginer son projet. Voilà. Nous, on l'aide à le mettre en forme, à chercher le financement. Et puis, maintenant, à l'accompagner après avoir obtenu le crédit. Alors, faisons un détour un peu quand même, parce que vous disiez que SAFI SA était le seul fonds AFLEN qui a pu être restructuré pour devenir SAFI SA, qui par la suite a grandi. Mais l'expérience de la garantie a été aussi, il y a eu un engouement un peu partout dans les autres pays, au Mali, au Burkina, ainsi de suite. Et d'après les informations que j'ai, SAFI SA a aidé des pays comme le Mali ou le Burkina, c'est ça, à mettre en place leur système. Comment ça s'est passé? En fait, la Banque européenne d'investissement, où l'Union européenne avait un organisme qui s'appelle le CDE et qui est situé à Bruxelles, Centre de développement d'entreprises. Donc c'est grâce à ce centre-là qu'on a travaillé avec ce centre-là et l'Union européenne qui a financé le groupe TANIO ici au Niger, et la BEI qui a travaillé avec les banques pour la mise en place des lignes de refinancement ont constaté la réussite du projet au Niger et ont envisagé à un moment donné de dupliquer le projet dans les pays de l'UEMOA. C'est aller même au niveau de l'Union européenne à être dupliqué au niveau des pays ACP. Ok. Et là, ils ont sollicité quoi, l'expertise de SAFI SA pour dire bon, comment vous avez réussi? Il y a eu plusieurs missions. Il y a un cabinet d'Abidjan qui est venu évaluer et SAFI. Et on a fait des missions au niveau de l'UEMOA. Actuellement, l'UEMOA a un projet pour dupliquer, et comment on appelle ça, les fonds de garantie. Sinon, avec notre expérience aussi, on a aidé à mettre le fonds de garantie qui est au Burkina Faso, qui est exactement la même chose que SAFI, mais au Burkina Faso. Mais est-ce que l'État, ou bien les États, d'une manière générale, interviennent dans ce processus? Est-ce qu'au Burkina, au Mali ou même au Niger, l'État intervient soit pour renforcer le financement ou bien pour créer, je ne sais pas moi, une réglementation qui facilite tel ou tel aspect de la garantie? Pour l'exemple du Niger, les ressources qui ont été mises à la disposition du groupe TANIO ont été données par l'Union européenne. Oui, avec un accord qui a été signé avec l'État du Niger. Mais à la date d'aujourd'hui, l'État du Niger n'a pas mis un seul franc
pour renforcer les capacités d'intervention du fonds. Mais si je vous donne l'exemple du Burkina Faso, chaque année, c'est la société financière de garantie interbancaire du Burkina. Chaque année, l'État du Burkina fait une dotation annuelle au fonds de garantie. Et il y a 2 ans, le Mali a créé le fonds de garantie du secteur privé. Il a mis d'emblée 14 milliards de francs CFA pour soutenir le secteur privé. Mais quelle est l'utilité de l'intervention de l'État? Est-ce que c'est très utile que l'État intervienne? C'est très utile parce qu'en fait, les fonds de garantie ne sont pas créés pour gagner de l'argent. C'est des moyens, les États... C'est des moyens incitatifs en fait. Oui, en fait, c'est les politiques de l'État. C'est l'État qui décide d'appuyer le secteur privé. Donc, il met en place un dispositif que normalement il doit appuyer. Parce qu'à supposer que pendant les 10 années là, on n'a fait que de mauvais crédits. Donc aujourd'hui, on ne serait pas en train d'exister. Peut-être sera là pour récupérer ce qu'il faut récupérer, mais on ne serait pas là en tant qu'institution saine. Effectivement. Et donc, si je comprends, aujourd'hui, ça peut être un défi au Niger d'amener l'État à investir. Mais regardons un peu notre environnement, comment il est. Aujourd'hui, nous avons un ministère de l'entrepreneuriat des jeunes. Nous avons aussi plusieurs autres initiatives de l'État qui essaient d'encourager et promouvoir l'entrepreneuriat, y compris par exemple les 3N avec l'entrepreneuriat agricole. Est-ce que pour booster tout ça, le côté financement, il n'est pas temps par exemple pour discuter avec l'État pour dire pour augmenter la création d'entreprises au Niger, est-ce que la garantie n'est pas un levier sur lequel il faut actionner? Tout à fait. La garantie est un levier de développement économique puisqu'on l'a souligné avec le constat qu'on a fait au Niger, plus de 50 milliards de financement bancaire avec un encours actuel de 7 milliards de garanties données aux banques. Vous voyez qu'il est certain que beaucoup de dossiers ne seraient pas passés auprès des banques s'il n'y avait pas de garantie financière. Et puis bon, même en termes de politique d'intervention de l'État, l'État peut décider de créer des fonds de garantie spécifiques pour appuyer telle ou telle activité ou tel secteur. Prenons le cas par exemple de l'agriculture, la Bagri qui existe depuis 3 ou 4 ans. Normalement, il y a un fonds de garantie qui devait être créé pour appuyer pour être greffé à la Bagri. Et il y a une banque de l'habitat qui va être créée. Donc normalement, on peut aussi estimer nécessaire de créer un fonds de garantie. Et si vous discutez avec l'État et que cet esprit-là arrive, ça veut dire que chez vous aussi, il y aura une spécialisation de la garantie, c'est-à-dire vous allez créer des segments. Tout à fait. Nous, on a été créé pour justement, en termes de comportement, toute activité peut être logée au niveau de SAFI en termes de fonds de garantie. Alors, en termes d'impact, vous avez donné les chiffres, ainsi de suite, et il y a une autre occasion, je pense que c'était l'année dernière, nous avons pu voir un certain nombre de projets concrets qui ont été appuyés par SAFI SA. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous rappeler ces projets et puis nous dire quels sont les nouveaux projets qu'il y a eu, par exemple en 2000 nous sommes intéressés au projet, je pense, en 2014, mais en 2015, quels sont les nouveaux projets qu'il y a eu au sein de SAFI? En 2015, on avait prévu de financer à peu près 8 milliards de crédits d'investissement. On était à peu près 92% en 2015. Et en 2016, nous sommes à la fin du mois de juin. On a prévu de faire à peu près 9 milliards de financement. Je crois que nous sommes à plus de 60% de réalisation. Oui. Et aujourd'hui, est-ce que ceux qui ont eu accès à cette garantie, c'est des entreprises qui sont localisées un peu partout au Niger ou bien? Tout à fait. Nous avons des financements qui ont été octroyés à des promoteurs qui sont situés à Tilaberi, à Gaïa, à Dosso, à Difa, à Gadez, Arlit, Maradi, Zander. Et bien sûr, c'est tout secteur confondu. Tout secteur confondu. Bon, en ce qui concerne l'agriculture et l'élevage, on ne finance que la transformation. Ok, c'est-à-dire pas l'activité... non, pas par exemple, comment on appelle ça? La production elle-même. Non, pas la production animale elle-même. Ok. Alors, revenons quand même à un autre aspect, parce que tout à l'heure, on parlait du rôle de la garantie pour la PME. Et aujourd'hui, quand on compare le modèle de financement que nous avons au Niger, et ça, je demande votre lecture aussi en tant que spécialiste de cet environnement financier, est-ce que la garantie, je pense que c'est à un certain niveau, c'est autour de 10 millions, je pense, le minimum. Le plancher d'intervention, le plancher d'intervention était à peu près de 10 000 euros, c'est-à-dire 3,5 millions. Mais la structure de financement a changé depuis longtemps, de sorte qu'on est allé jusqu'à financer des projets de 300, 400
même 1 milliard de francs CFA. Oui, mais je vais dire, aujourd'hui, un projet, le minimum pour que Safi SA s'intéresse à lui, c'est... C'est à peu près 7 millions de francs CFA. À peu près 7 millions. Oui. Ok, 7 millions, oui, je pense que même les petites entreprises peuvent être intéressées. Récemment, il y a aussi, puisque dans l'évolution, nous parlons aussi de l'histoire de Safi SA, et l'histoire n'est pas que le financement que vous faites, il y a aussi les mutations internes, en termes de... Et je vis récemment, vous avez fait un appel pour ouvrir votre capital, pour augmenter ce capital. D'abord, qu'est-ce qui avait motivé cette nécessité d'augmenter le capital, et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? En fait, la nécessité d'augmenter le capital, elle vient d'abord de la réglementation bancaire, puisque la commission bancaire a décidé que le capital des établissements financiers sera désormais au lieu d'1 milliard à 3 milliards de francs CFA, et ça au plus tard au 30 juin 2017. Okay. Donc c'est pour ça que nous avons pris disposition pour nous conformer à cette exigence avant le délai. Mais néanmoins, tout en avoir pris disposition au niveau interne pour arriver aux 3 milliards, on avait sollicité l'intervention des autres banques, puisque, comme je l'ai cité tout à l'heure, on travaille pratiquement qu'avec 3 banques au départ, maintenant plus la BIN et la Bagri, mais on était en train de faire des démarches pour amener les autres banques, non seulement à travailler avec nous, mais éventuellement être actionnaire pour renforcer les capacités d'intervention du fonds. Et aujourd'hui, sur ce volet-là, en termes d'augmentation de capital, où est-ce qu'on en est? C'est déjà bouclé ou c'est encore... Théoriquement, c'est bouclé. Donc reste maintenant la convocation de l'Assemblée générale extraordinaire qui va décider de l'augmentation du capital. Et puis maintenant la modification du statut et consorts. Oui. Alors juste pour terminer sur ce chapitre-là, tout à l'heure nous parlons du rôle de l'État et vous avez donné l'exemple du Burkina et du Mali. Mais au Niger, est-ce que l'État lui-même s'est une fois prononcé par rapport à cette question? Est-ce que vous avez eu des échanges avec les ministères, par exemple le ministère des Finances ou le ministère du Commerce? Et maintenant nous avons un nouveau ministère de l'Entrepreneuriat des Jeunes. Est-ce qu'il y a des échanges pour voir comment aussi faire intéresser l'État à cette question-là? En fait, on n'a pas eu d'échange direct, mais je me rappelle que l'année dernière, on a fait une note pour envoyer au ministère des Finances pour actuellement, voilà, avec les ressources qui ont été mises à notre disposition, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on est en train de faire. Donc maintenant, pour ce qui concerne le développement, je pense que le conseil d'administration a autorisé d'aller vers les autres banques. Et tout ce qu'on peut faire, c'est peut-être demander aussi l'appui de l'État, puisque l'État ne peut pas entrer directement le capital, mais c'est pour favoriser, comment on appelle ça, l'intervention des autres institutions dans le capital, et notamment des investisseurs institutionnels tels que les assurances, ou la caisse de sécurité sociale, ou même la chambre de commerce. Oui, ils peuvent aussi rentrer. Alors, une autre question qui me semble très intéressante pour aider ceux qui nous suivent à comprendre l'environnement dont nous parlons, c'est aussi que dans le dispositif d'accompagnement du financement des entreprises au Niger, il y a aussi, par exemple, la synergie. Je ne sais pas exactement, vous pouvez peut-être nous faire la différence entre ce qu'ils font et ce que vous faites. On parle aussi souvent du Fonds africain de solidarité. Quelle est la différence entre Safi SA, Fonds africain de solidarité et Synergie? Peut-être qu'on va les inviter. Synergie, je crois que c'est une société de capital risque. Donc elle intervient dans la structure même des sociétés. Oui, en prenant une participation, quitte à sortir quelques années plus tard. Bon, nous-mêmes, on a eu à initier ce projet grâce à une fondation suisse il y a 4 ou 5 ans, qui a mis des ressources à notre disposition. Et quand on fait l'étude financière du dossier, on constate que, par exemple, il y a une insuffisance des fonds propres des promoteurs. Dans ces fonds-là, on dit, bon, on vous prête tel montant pour 4 ans à tel taux remboursable infini. Ce qui permet que le promoteur remplit les conditions de, par exemple, si vous voulez 50 millions, on lui faut un apport personnel de 30%. Donc si vous n'avez que 5 millions, donc on vous prête dans ces fonds-là pour avoir la quotité qui vous permet d'avoir le financement de 50 millions. Ok. Et le FSA, lui, qu'est-ce que... Le FSA, en fait, c'est un fonds de garantie régional. Tout à l'heure, je disais qu'avant la création de SAFI, il n'y avait pas de fonds de garantie national, mais les banques avaient recours aux fonds de garantie régionaux, tels que le FSA, qui est basé au Niger, le fonds Gari, qui est à Lomé, et le FAGAS, qui est à Cotonou. Bon, nous-mêmes, pour renforcer nos capacités d'intervention, on a lié des partenariats avec, par exemple, le FSA et le Gari,
avec qui nous avons une convention de contre-garantie. Okay. Alors, nous sommes en 2016 maintenant, et il y a eu quand même toutes ces mutations pendant les 12 dernières années dont vous venez de nous parler. Et en termes de perspective pour à moyen terme pour Safi SA, qu'est-ce qu'il y a déjà dans le paquet? En termes de perspective, je pense que ça se situe à deux niveaux. Il y a un niveau structurel et un niveau fonctionnel. Donc au niveau structurel, on a parlé de ça, c'est d'arriver à faire l'augmentation du capital à 3 milliards et d'amener de nouveaux actionnaires, ce qui vont permettre de porter le capital à plus de 3 milliards. Ça va renforcer les capacités d'intervention du fonds de garantie. L'autre côté fonctionnel, c'est de développer les produits. Et nous avons eu l'accord du conseil d'administration, par exemple, pour faire la garantie des crédits court terme qui sont liés aux investissements que nous avons financés. Et puis, bon, on a aussi la possibilité de faire des demandes d'agrément au niveau de la Banque centrale, d'extension d'agrément pour faire des activités et d'autres établissements financiers. Par exemple, si on veut faire du crédit bail, il suffit de faire une demande d'extension d'agrément au niveau de la commission bancaire, le crédit bail ou le factoring. Et tout ça, c'est juste de faire une demande d'agrément au niveau de la commission bancaire. Et donc, vous allez aller dans ce sens je pense qu'on est en train de... Pour le crédit bail, il y a déjà des études qui sont assez poussées, tant au niveau de la Banque mondiale qu'au niveau de la BCAO. Et je vois que récemment aussi, ils ont mis en exergue le volet factoring. Alors, c'est des instruments qui n'existent pas au Niger. Effectivement, surtout le factoring, je pense que c'est très important. Et si je comprends bien, le factoring, parce que... En fait, c'est un moyen de mobilisation des créances pour les entreprises. Parce que si vous avez des factures, vous pouvez les mobiliser via les factoring. C'est-à-dire via même, pouvoir même avoir des fonds, mobiliser de l'argent avant que vous ne recouvrez, c'est ça? Vous vendez vos créances. Ok, bon voilà, c'est très clair. Donc, vous vendez vos créances, vous mobilisez la trésorerie. Voilà, pour faire face au fonctionnement et après vous rémunérez le facteur sur un certain pourcentage. Et ça, c'est très intéressant dans notre environnement où souvent les délais de paiement ne sont pas toujours... Un point que j'avais oublié de souligner aussi, c'est la garantie de soumission, par exemple les cautions sur le marché. Puisqu'on a constaté que les petites et moyennes entreprises ont beaucoup de difficultés pour avoir les cautions sur le marché au niveau des banques. Donc nous on a estimé nécessaire de mettre en place un système d'octroi de caution, surtout de caution de soumission, pour leur faciliter l'accès au marché public. Ah oui, ça peut être très intéressant. Et ça va se faire bientôt? Ça va se faire bientôt. Je pense qu'on est en train de reprendre le plan d'affaires. Avant la fin de l'année, on va intégrer tous ces éléments. Alors en tout cas pour ceux qui nous suivent et qui se demandent comment faire pour accéder à Safi SA, groupe Tanio, parce que maintenant quand on entend Safi SA, souvent on fait la confusion aussi avec le J Safi. Je pense que c'est à Niamey, à côté de l'échangeur, c'est ça. Et puis, bon, il y a une autre question. Pour accéder, on a à peu près 3 types d'interventions. Nous allons nous-mêmes vers les entreprises pour faire de la prospection, faire de la démarche commerciale. Il y a des entreprises qui ont entendu parler de nous, qui viennent vers nous. Et puis maintenant, les banques avec lesquelles ils travaillent, qui nous envoient directement les clients. Dès qu'ils ont besoin de crédit d'investissement, ils disent allez vers Tanio. Et là, je pense un des points aussi qu'il faut clarifier, parce que souvent, la garantie fait en sorte aussi que l'effort personnel de celui qui veut le financement est quand même limité, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin une fois que vous positionnez en garantie, certaines sûretés réelles qu'on va lui demander, il n'a pas besoin de ça, non? Bon, ça c'est en théorie. C'est en théorie. Parce que généralement, les dossiers sont quand même bien bordés en termes de garantie. Et la garantie de Safi, en fait, elle est limitée à 50% du financement qui est octroyé par la banque. C'est une garantie complémentaire. Qui aide la banque à prendre des risques. Non seulement, elle aide la banque, mais aussi, elle motive la banque aussi. Parce qu'en assumant 50% du risque, la banque aussi est amenée à être très attentive dans les crédits qu'elle distribue. Parce que j'ai entendu souvent des gens qui demandent du financement qui disent mais le casse-tête du financement au Niger, c'est toutes ces garanties réelles qu'on vous demande. Et ça, je pense que c'est peut-être aussi des choses sur lesquelles il faut travailler, voir comment contourner ça. Parce que ça limite quand même l'accès au financement. Oui, en fait, parce qu'il y a beaucoup de formalités qui ne sont faites qu'au moment de la demande de crédit. Par exemple, vous avez un acte de cession, et vous le gardez chez vous, c'est le jour où vous allez vers la banque pour demander un crédit,
on vous demande un titre foncier, que vous êtes obligé d'aller faire les formalités. Donc non seulement il y a le délai pour faire la formalité du titre foncier, mais aussi il y a les frais pour le titre foncier. Donc les gens ont tendance à mélanger tous ces frais-là avec les frais liés directement au mais ça rentre aussi dans le coût du crédit, effectivement. Non, pas forcément, parce que pour faire un titre foncier, vous pouvez faire votre titre foncier sans avoir besoin d'un crédit. Oui, c'est vrai, vu dans ce sens, oui. Mais sauf que, comme vous dites, souvent on ne le fait pas, il faut d'abord qu'il y ait le besoin de financement. C'est ça à prendre parce que ça évite le délai de l'élaboration du titre foncier pendant que vous avez déjà introduit la demande. Effectivement, ça ralentit aussi le processus. 1 mois, 2, 3 mois avant que le titre foncier ne sorte. Effectivement. Bien qu'avec le notaire, on s'arrange à ce que le notaire poursuive les formalités et on octroie le crédit sous condition maintenant de l'obtention du titre foncier. Mais ça, je pense que c'est un conseil utile pour ceux qui veulent se faire financer bientôt. Quand vous avez des garanties réelles, je pense que c'est de faire comme vous dites là, faire déjà le titre avant même de déclencher la démarche, le titre foncier. Monsieur Kaura, merci beaucoup d'être venu pour ce plateau sur Safi SA. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez suffisamment d'informations sur l'histoire de Safi SA, sur aussi le mécanisme de la garantie. Et puis, en tant que levier de financement des entreprises, la garantie, je pense, doit être davantage encouragée dans notre pays. Merci en tout cas pour ce que vous faites. Restez en notre compagnie pour suivre la suite de Business Challenge. À tout de suite. Ce plateau a été sponsorisé par Safi SA Groupe Tanio. Safi SA, le partenaire pour servir et développer les secteurs privés au Niger. Innovation et technologie, en partenariat avec Orange. Orange Niger, des solutions business au service de vos ambitions. Chers téléspectateurs, je suis très ravi de vous retrouver dans cette phase de Business Challenge. Notre rubrique qui reçoit un personnage atypique qui a deux noms. Alors, le nom réel, c'est Ramatou Salifou, mais connu sous le nom de Ina Karanta. Ina Karanta qui fait aujourd'hui la fierté du Niger sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la vraie vie, dans la vie réelle. Ina, je te reçois vraiment avec beaucoup de plaisir parce que j'ai vu quelques événements marquants que tu as pu faire avec d'autres amis. Notamment, tu t'es intéressé à tout ce qui ne va pas dans la vie des Nigériens, en tout cas les Nigériens urbains. L'insalubrité, l'incivisme et tout ce que nous avons envie de voir changer. Tu es en train de travailler, en tout cas à ton échelle, pour que ça change. Parle-moi de cet événement lancé par Nigériens cyber-citoyens, notamment le marché Diamadié où vous êtes parti balayer et dans d'autres coins de la ville. Comment ça s'est passé? Tout d'abord, je dis merci à vous, Seydou et Business Challenge, qui m'offre l'opportunité aujourd'hui de venir parler de Nigériens cyber-citoyens, qui est un groupe qui a été créé il y a si peu de temps. On l'a créé au mois d'avril. Donc avec un groupe d'amis sur les réseaux sociaux, effectivement, nous avons souvent ce que nous appelons les publications coup de gueule ou cris de cœur citoyens. Donc qu'est-ce que c'est? C'est avec nos appareils photo, nos appareils téléphone, on prend des photos, par exemple un véhicule mal garé sur la route, des ordures entassées quelque part où ça ne doit pas être, et voilà. On en a fait des coups de gueule. Donc, vous prenez la photo, vous diffusez sur Internet. Et c'est aussi une manière de dire aux gens, regardez. Voilà. Parce que tout le monde critique, chacun jette la faute sur l'autre. Mais là, vous dites aux gens, on vous prend la main dans le sac, regardez, n'est-ce pas? Exactement. Donc, on leur dit, non seulement c'est de votre faute, et il y a aussi la faute des autorités municipales. Donc, à cet effet, nous avons dit, ok, on a crié, on a décrié, il faut peut-être passer à l'action pour essayer, en tout cas, c'est l'un de nos objectifs, de faire bouger les lignes, faire agir en fait les autorités tout simplement. Et donc, notre première action avait porté sur un dépotoir. On est une quinzaine de membres du groupe avec qui nous l'avons vraiment lancé, et la majorité d'entre nous passons souvent cette rue, nous passons sur cette rue, donc nous constatons tous les matins ce dépotoir
rempli et personne débarrasse. Bien sûr, c'est le dépotoir devant Djamadje, c'est ça? Avant Djamadje. Alors l'autre, il est en face de la société Niger Post et Sonitel. Donc la rue du Corombé. Donc on a dit, ok, on va agir. Nous sommes allés un samedi ou dimanche matin, nous sommes entre nous potes, nous avons cotisé, nous avons fait appel aux engins de la mairie on nous a dit il n'y a pas de carburant, nous avons dit il n'y a pas de souci. Donc nous avons cotisé et nous sommes allés débarrasser ce dépotoir, nous l'avons rendu propre. Donc après coup, nous avons continué à dénoncer l'état des routes. Par exemple, Maurice Delins, le croisement au niveau du restaurant de la Cabane, on l'a dénoncé sur les réseaux sociaux. 2 ou 3 jours après, nous avons vu qu'il y a eu un changement. On est venu boucher le nid de poule qu'il y avait là-bas. Donc voilà, c'est comme ça, c'est entre amis. Alors l'autre fois, et d'ailleurs ça c'est vraiment d'un point de vue symbolique, c'est très fort. J'ai vu les images sur Facebook avec Birji Rafini qui vient prendre le râteau, avec Ibrahim Yacoubou, ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Salubrité urbaine, c'est ça, et plusieurs autres personnalités. Alors là, je me dis, chapeau, coup de com' politique très bien fait, mais aussi symboliquement, ça doit quand même réveiller les Nigériens. Est-ce qu'après ça, quel est le feedback que tu as eu? Est-ce que vraiment les Nigériens on commence à se dire, mais attendez les gars, il faut quand même que... Donc après, évidemment, c'est le buzz. Encore aujourd'hui, à l'enregistrement de cette émission, ça fait le buzz de la semaine. Sur les réseaux sociaux, on ne parle que de ça. Alors, tantôt positivement, tantôt négativement. Alors le fait que les autorités, en tout cas nous avons, alors pour l'histoire, ce dépotoir, il est sur à peu près 500 mètres. C'est dans quel quartier ça? Quartier Sonusi, au niveau de le rond-point qui fait face, quand on va vers Bétir. Alors on passait avec un groupe d'amis, on s'est dit mais c'est pas possible. À quelques mètres des investissements, d'un investissement qui a coûté des milliards à l'État, et autour des familles, des commerces, nous avons ça, c'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc nous sommes allés, nous avons fait d'abord une enquête de terrain pour demander aux riverains, mais comment se fait-il que ce soit ainsi et pourquoi vous n'agissez pas donc évidemment, ils nous ont dit, nous n'avons pas de pouvoir pour agir et ce ne sont pas... Mais ils ont quand même la possibilité de verser des ordures, ils peuvent arrêter ou bien les brûler carrément. Et en fait, il y a ce qu'ils appellent conteneur de la mairie à cet endroit. Le conteneur, il n'était même pas utilisé. C'était tout autour du conteneur que les ordures étaient déposées. Le conteneur est déjà plein ou quoi? Il n'est pas plein, il était là au milieu, mais on ne l'utilise pas parce que sur 500 mètres, vous pouvez jeter la tout ce que vous voulez. Qui vient de l'autre côté, il va dire ok, je laisse là et puis c'est bon. Et en fait, en étant sur place, j'ai moi-même constaté que ce sont les pousse-pousse en réalité qui viennent... Ok, c'est comme une décharge en fait. Exactement. Enfin, c'est pas une décharge officielle ou en tout cas autorisé par la mairie, mais c'est ce qui se passe. Les citoyens l'ont transformé en décharge. Et là, après l'opération, c'est parti, il n'y a plus de déchets? Ah si, alors nous, le buzz qu'on a voulu faire, c'est, voilà, nous n'avons pas les moyens, nous, et on ne va pas se substituer non plus aux mairies pour faire leur travail à leur place. Alors nous avons voulu faire quelque chose de symbolique qui est de dire, voilà, quand on veut, on peut. Et nous sommes allés, nous avons fait quelques voyages, 555 voyages, et on n'a pas fini avec ce dépotoir. C'est pour vous dire que beaucoup reste à faire et que, en tout cas dans notre ville, je pense que ce sont des choses qui ne doivent plus exister. Effectivement. Non mais Ina, honnêtement, ce que tu fais et ce que ce groupe fait, je pense que c'est très très important. Parce que vous agissez. Et ça c'est important. Et aussi je pense à travers l'exemple. D'après ce que tu m'as expliqué, les membres du groupe mobilisent leurs propres moyens, ils essaient de venir au moins montrer que c'est possible. Et l'autre chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est quand même le fait qu'il y a une intelligence derrière parce que vous utilisez des outils technologiques. Alors, dis-moi,
comment est-ce que tu t'es rendu compte de l'intérêt des technologies pour faire la mobilisation sociale? Je suis même reconnue parfois à la boulangerie ou dans la rue par des gens qui me disent « Ah, c'est Ina Karanta, on est amis sur Facebook. » J'ai dit « Bon, il y a du positif, il n'y a pas que du négatif ou comment dire, du papotage quotidien. » Donc je me suis dit « Il faut qu'on fasse quelque chose. » Il existe tellement de groupes sur ces réseaux-là, mais dans la vie réelle, je ne vois pas leur impact. Donc toi, tu agis sur les réseaux sociaux. En fait, tu déclenches l'action sur les réseaux sociaux et tu la réalises dans la vie réelle. Dans la vie réelle. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est même hier, on en discutait. Il y avait deux personnes qui se taquinaient tout le temps sur les réseaux sociaux, et ils ont travaillé côte à côte le dimanche sans se reconnaître. Et c'est après coup, justement sur Facebook, qu'ils sont revenus, mais j'y étais, ah oui, tu étais moi aussi. Et en fait, non, on était côte à côte. Donc ça, c'est formidable, le lien. Ce lien que ça crée, les actions en fait sur le terrain, et pour des gens qui on n'aurait pas pensé un jour qu'ils allaient se rencontrer et faire quelque chose ensemble. Et ce qui est formidable aussi, ce sont les Nigériens qui sont à l'extérieur, à qui je dis un grand merci, parce que le premier message que j'avais reçu de félicitations d'une amie qui m'a dit Ina, je t'envoie ma contribution pour tes actions parce que je pense que c'est utile, et c'est des choses comme ça. Mais en même temps, une autre chose que je trouve qui est super bien dans cette façon de faire, c'est au Niger, on a toujours eu une société civile, en tout cas depuis les années 90. Mais cette société civile, et je pense que tu vas peut-être me donner ton point de vue, moi j'ai comme l'impression que c'est que cette nouvelle société civile naissante que toi et tous les autres sont en train de devenir est nettement plus efficace que l'autre, parce que au moins là, vous travaillez sur vos capacités propres. Je pense que ce qui a plombé l'autre société civile, c'est d'attendre toujours que l'extérieur développe ce Niger-là. Est-ce que tu veux faire aussi quelque chose de différent, nager à contre-courant? Bien sûr. Alors, je vais vous dire, on a tous des métiers. Moi, je suis assureur. On a dans le groupe des avocats, des juristes, des chefs d'entreprise, des médecins et même des agents des Nations Unies. Donc, il est hors de question, évidemment, que nous faisions appel à quelques contributions Alors, ce que nous sommes en train qui est en réflexion, c'est peut-être un partenariat avec des entreprises privées. On ne va pas leur demander de l'argent ou quoi que ce soit. Mais déjà ton idée là, c'est-à-dire la vidéo que je regardais, et je pense qu'on va la passer dans l'émission, où il y avait un privé qui a amené ses engins, parce que tout simplement ce groupe l'a sollicité. C'est déjà un partenariat assez intelligent quand même. Oui, alors pour l'histoire, lui aussi, il est cyber-citoyen, il est utilisateur du réseau. Quand il a vu ça, il a dit c'est formidable, moi ma contribution serait les engins. Donc, il a amené les engins, nous cotisons pour le carburant, et voilà, ça c'est fait. Et il est toujours disponible. Il dit tant que c'est pour l'intérêt public, on va le faire. Alors, l'intérêt public, c'est parce que, alors depuis qu'on s'est intéressé à ça, nous avons constaté en fait qu'il y avait une direction de l'hygiène publique qui relève du ministère de la Santé. Et on s'est dit, mais bon sang, mais qu'est-ce que cette direction fait? Parce que nous, on n'a jamais vu, en tout cas, quoi que ce soit qui est venu de cette direction. Nous avons fouillé les textes. Alors, je pense que vous allez les réveiller maintenant. C'est ça l'objectif, justement. C'est ça notre objectif. Les textes sont là. On ne va rien réinventer, comme dit toujours un de mes amis. Il suffit juste d'appliquer les textes, que ça va de la contravention concernant les animaux qui circulent aujourd'hui dans la ville. Voilà, les pistes cyclables aujourd'hui ils ont fait justement avec les derniers investissements et que les personnes n'utilisent. Tout ceci, ça doit interpeller, ces directions doivent se réveiller pour dire, bon voilà, il faut qu'on fasse bouger les choses. Alors aujourd'hui, il y a combien de personnes sur le groupe Facebook nigérien cyber-citoyen? Alors, nous sommes 3200 environ. Impeccable. Et là, ce qui est bien, c'est que c'est des vrais membres. Parce que chacun a un compte Facebook, il s'est abonné. Et autre chose, je pense pour ceux qui nous suivent, pour qu'ils comprennent quand même l'enjeu et l'importance des réseaux sociaux, c'est que
on peut considérer ça comme étant une association, mais vous n'avez pas besoin de bureau, vous n'avez pas besoin de siège, vous n'avez pas besoin de cotisation, vous n'avez pas... cotisation quand on fait des actions, mais vous pouvez vous réunir et agir tout le temps. Il suffit d'un message sur Facebook, sur WhatsApp, et c'est parti. Alors, la prochaine étape, c'est quoi? La prochaine étape, c'est du gros. En tout cas, on est en réflexion. Ce sont des vidéos sensibilisation qui seront... bon, peut-être si... On a déjà eu une collaboration aussi avec une télé qui nous a dit moi je suis disponible, je vous donne une plage horaire, ou comment vous appelez ça, pour la sensibilisation citoyenne. Alors nous avons un projet qui consiste à faire des vidéos pour parler justement de civisme, de ce que le citoyen aujourd'hui de 2016 doit faire pour que on ait un environnement sain, pour que notre vie change, parce que on a que ce pays-là, on a que notre ville. Si on n'agit pas aujourd'hui, je pense que pour les générations à venir, ça sera une catastrophe. Alors, juste dernier mot, j'ai vu les autorités publiques aller prendre le râteau, balayer, je ne sais pas combien de temps ils sont restés, mais bon, c'est le geste qui compte. Mais pour autant, est-ce que tu as le sentiment qu'ils comprennent l'enjeu? Est-ce que tu as le sentiment qu'ils sont favorables à ce type d'initiative, à ce type d'activisme? Parce que c'est de l'activisme utile, il en faut, mais est-ce qu'ils sont favorables? Alors, ce que j'ai vu, de ce que j'ai constaté, je pense qu'ils ont été touchés. Parce que dans un premier temps, c'est vrai qu'on a nous-mêmes contacté le ministre de la Salubrité, le maire de la commune, le maire central qui n'a jamais répondu à notre appel et nos SMS. Et ben, j'espère qu'il verra l'émission et que demain, quand on va le contacter... Il n'était pas là-bas? Il n'était pas là. Il a raté, hein? Exactement. Et il y a aussi le nouveau commissaire à Niamey-Niala qui a aussi été contacté pour... Alors, l'objectif, pourquoi on les a contactés, c'était pour leur montrer l'ampleur de ce tas d'ordures. Et évidemment, on a eu par le ministre du budget, lui, il était riverain, il passait le matin, il est parti revenir, il s'est changé. Alors, comme on ne le connaît pas, il était en t-shirt jean, il a balayé avec les gens, il a pris des briques. Bon, après, quelqu'un nous a dit, vous savez que c'est un ministre. C'est formidable, et il nous a expliqué justement comment il nous a vus et qu'il oui, c'est un jeune formidable. Alors le Premier ministre, pour l'histoire, parce que j'ai vu qu'il y a eu beaucoup d'interprétations, il passait tout simplement, quelqu'un m'a dit, c'est le fils du Premier ministre, parce que c'est lui qu'on apercevait dans la voiture, c'est lui qui était au volant. Donc j'ai tapé à la vitre, je lui ai dit, tu descends balayer avec nous, et il m'a dit, non, je suis avec mon père. Il va descendre. Et j'ai regardé dans la voiture, effectivement, c'était le Premier ministre. On s'est dit bonjour. Il nous a encouragés et il est descendu. Il a donné un coup de pelle, de râteau. Évidemment, le ministre, il a trouvé, donc le ministre des Affaires étrangères qui est resté, lui, près de 3 heures. Depuis 9 heures, de 9 heures à midi, il était avec nous. Il a beaucoup échangé avec les jeunes et aussi... il a mis la main à la pâte, comme on dit. Et donc, c'est comme ça que c'est... Tous ceux qui sont passés, en fait, au cours de la journée, dont le DG Nigelec, que j'ai vu pour la première fois, et je me suis présentée en disant, je suis l'auteur. Vous n'avez pas donné rendez-vous pour mai 2017, parce qu'à mai, lui, il sera sous l'effet des projecteurs, là, avec ses coupures intempestives, effectivement. On lui a dit, c'est nous on ne vous rate pas sur les réseaux sociaux chaque matin. Il a juste souri, il nous a encouragés et il a continué. Il y a eu aussi le ministre Wassalke dans l'après-midi qui est passé et qui s'est arrêté, et beaucoup d'autres riverains qui sont passés, qui ont même contribué. Donc, je pense qu'ils vont être interpellés. Il y a eu aussi une réunion le lendemain à la présidence qui concernait donc le programme Niamey-Niala et tout ce qui va avec. Donc, nous espérons que ça ne sera pas une énième réunion. Effectivement. Et qu'il y aura... En tout cas,
bon courage et je pense que je suis cyber-citoyen aussi et je me sens à fond dedans. Et honnêtement, je pense que le plus important, c'est que ça apporte des solutions pour le pays, pour notre développement. Et il y a beaucoup de choses, qu'on soit dirigeant ou citoyen ordinaire, avec lesquels on n'est pas d'accord, on veut que ça change. Et s'il y a des gens qui sautent le pas pour que ça change, je pense qu'on ne peut que les encourager. Et on est de tout cœur avec toi. Et on va agir avec toi aussi. Je pense que Business Challenge, considère que Business Challenge est déjà partenaire de Cyber-Citoyen. En tout cas, nous ferons ce qui est possible pour aller ensemble. D'accord. Je vous remercie. J'ai un dernier appel. C'est aux opérateurs économiques, c'est de dire: je vois une prolifération de stations-service. Je pense qu'une société, une usine de transformation serait plus utile, en tout cas à la ville de Niamey, que des stations-service. Alors ça va être développé une autre fois. Je t'inviterai pour ça, pour qu'on en parle. Merci d'être venu. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cette rubrique avec Ina Karanta. Alors, parce que si vous partez sur Facebook, vous tapez Ramot Salifou, vous ne la retrouverez pas. Donc, Inna Karanta et Ramot Salifou dans la vraie vie, activiste et cyber-citoyenne et puis professionnelle. C'est surtout ça, elle. Elle est dans les assurances, dans les métiers des assurances. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est au chômage et qui dit que moi je suis de la société civile. Elle a un vrai boulot, mais elle veut apporter aussi, au-delà de sa vie professionnelle, un changement de la société nigérienne et c'est cela qui est important. Merci de nous avoir suivis et restez en notre compagnie. Nous avons constaté depuis ce matin sur les réseaux sociaux des images qui ont circulé, qui ont attiré notre attention. Ce site a toujours été une préoccupation pour toute la population parce que nous ne comprenons pas que les ordures s'entassent chaque jour et qu'il ne se fasse rien. La voie a été bloquée dû au fait que toute cette histoire-là a été montée carrément sur le goudron. En fait, c'est un goudron qui est déjà à la base très petit, on va dire. Nous avons décidé avec un groupe d'amis, donc un groupe qui est sur les réseaux sociaux cyber-citoyens, d'agir. Donc nous sommes appelés entre nous à partir de 21h et à 23h30 nous sommes venus ici sur les lieux en attendant l'arrivée des engins qui sont arrivés à 23h45. Ce sont des engins d'un membre de notre groupe qui a bien voulu contribuer à sa manière. Et donc nous avons cotisé entre nous membres pour le carburant. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez agréablement suivi cette édition Business Challenge, notre 53e numéro de Business Challenge. Vous le savez maintenant, vous pouvez toujours continuer à interagir avec l'équipe de Business Challenge à travers les réseaux sociaux, notamment sur notre page Facebook. Vous pouvez aussi interagir avec nous sur notre web magazine businesschallengeniger.com ou bien en contactant notre entreprise à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Merci d'avoir suivi Business Challenge et à la semaine prochaine. Bonsoir. Orange est sponsor officiel de Business Challenge. Orange Niger, des solutions business au service de vos ambitions. Business Challenge, le magazine nigérien de l'économie et de l'entreprise.